Hé papa, enfin je suis soulagé. Plus de douleur d'articulation ni dans la poitrine, plus de fièvre, plus de vertige et je respire normalement. C'est quoi ton secret? Oh mon fils, j'ai beaucoup souffert à cause de ton état de santé inconfortable dû à cette maladie appelée anémie SS. Grâce au centre de recherche scientifique hospitalier NIECA et de son produit BET, ton état de santé s'est amélioré et ton tout dernier examen de l'électrophorèse montrait AA au lieu de SS. BET SS, c'est un produit rénovateur des cellules sanguines falciformes et très efficace dans le traitement de l'anémie SS. J'ai une santé de fer. Peut-on vraiment guérir de l'anémie SS? Comment attrape-t-on l'anémie SS? Le centre hospitalier de recherche scientifique NIECA, situé sur l'avenue Kisangani numéro 8 dans la commune de Ngaba, référence maison communale de Ngaba, vous attend à bras ouverts et bienvenue à tous pour des solutions efficaces. Les conséquences d'acquisition et de perte de nationalité sont prévues par la Constitution du 18 février 2006 ainsi que la loi organique numéro 4/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité, prévoyant deux types de nationalités, à savoir la nationalité congolaise d'origine sur laquelle nous nous appésantisserons et celle d'acquisition. Les Congolais d'origine, stipule l'article 6 de la loi organique précitée, sont des Congolais par appartenance, des Congolais par filiation, des Congolais par présomption de la loi. Les Congolais d'origine, par définition, c'est toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et les territoires constitués ce qui est devenu la République démocratique du Congo. Les Congolais par filiation, par contre, c'est l'enfant dont l'un des parents est congolais. Et enfin, les Congolais d'origine par présomption légale, c'est l'enfant nouveau-né trouvé en RDC dont les parents sont inconnus, blanc ou noir soit-il, jusqu'à ce que sa filiation ait été établie à l'égard d'un étranger et à condition que la loi du pays de ce dernier lui reconnaisse la nationalité congolaise. Vous le savez bien comme moi, chers camarades, notre commentaire porte sur le projet de loi Tchani. Fait du questionnement sur sa constitutionnalité et son opportunité. Ce qui d'ailleurs justifie la tenue de la conférence des jours. Et certains sont allés jusqu'à le qualifier de loi ou de projet de loi de la Congolité. Il a bien dit, s'inspirant du concept ivoirien, ivoirité née en Côte d'Ivoire. Je me permets ici, comme lui, de faire un recadrage, car le contexte congolais est de loin différent de celui ivoirien. En effet, alors que l'ivoirité met en place l'idée selon laquelle une personne serait ivoirienne seulement si ses grands à ses projets de vie. Au vu de controverses dont tu fais face, le projet de loi précité fera face à un défi, celui de démontrer que son approbation n'aura pas pour conséquence de violer certaines dispositions constitutionnelles, notamment les articles 13 et 220, interdisant respectivement toute forme de discrimination et toute réduction de droits et libertés déjà garantis aux Congolais indistinctement. Quid de son opportunité? Quant à l'opportunité, il revient d'une part de noter que, très attaché au consensus, la constitution actuelle de RDC est un texte circonstancié, puisque consacrant le prolongement juridique des rapports de force militaire. La constitution congolaise avait concerné les questions de taille liées à la survie politique et économique de certains acteurs, nationaux et internationaux. En effet, la survie de ces intérêts étrangers a conduit, pour s'en rendre compte, jusqu'à la possibilité de reconnaître aux étrangers des droits politiques en vertu d'une loi telle que les consacre l'article 11 de la Constitution. D'autre part, une importante opinion congolaise nous semble, du bien au conditionnel,
apporter son indéfectible soutien au projet de loi tendant à réviser certaines dispositions constitutionnelles, même si une telle perception de notre part restera relative. Nous pensons donc qu'il y a opportunité et légitimité. Toutefois, cela ne nous empêchera pas d'en faire brièvement notre livre commentaire quant à sa constitutionnalité. Question de la constitutionnalité. Si je n'ai pas personnellement suivi de polémique autour de la constitutionnalité de l'idée de la double nationalité qui suggère le projet de loi précité, l'idée du verrouillage de fonctions de souveraineté, par contre, fait face à une controverse d'opinion. Même si l'initiative nous semble séduire un plus grand nombre de compatriotes, désespérément fatigués par les infiltrations étrangères à tous les niveaux et des conséquences fâcheuses que cela implique à la République. Cela n'empêchera toutefois pas à ces réfractaires de le qualifier d'initiative liberticide. En effet, l'article 220, alinéa 2 de la Constitution interdit formellement toute révision constitutionnelle ayant notamment pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés d'admission. Dès lors, il est fort perceptible que l'accès aux fonctions de souveraineté nationale que la Constitution reconnaît, notamment aux Congolais d'origine, dont l'un des parents est congolais, fasse partie de droits et libertés verrouillés par l'article 220 suscité. Toutefois, il faut le souligner, notre opposition souffre d'une certaine faiblesse. Lorsqu'il est connu d'avance qu'elle n'est pas soumise à quelconque critère de vérifiabilité démythologisante. N'assistons pas à une sorte d'utopie d'obstacle face à l'autorégulation du pouvoir constituant. Pourquoi avons-nous la faiblesse de notre thèse sur la question? La réponse est simple. C'est parce qu'en effet, pris dans son sens fondamental, le terme inconstitutionnalité allégué contre le projet de loi Tchani évoque l'idée d'une divergence prétendue à la norme constitutionnelle, divergence qui devrait objectivement être affirmée et sanctionnée par les juges constitutionnels avant de mériter définitivement le caractère inconstitutionnel du reproché. Bien avant cette sanction, de la part de la Cour constitutionnelle, n'assistons pas, devrais-je dire, à ce qu'il conviendrait imbécilement d'appeler une présomption de constitutionnalité, expression inspirée du droit pénal, loin de ce cadre d'arbitrage ou de vérifiabilité judiciaire, les divergences d'opinion en plein siècle à raison plurielle n'essaieraient de symétrir de mots, débat de religion sans aucune instance contentieuse, et l'absence d'un contrôle des constitutionnalités en matière de révision constitutionnelle. Notre thèse souffre bel et bien et se confronterait, comme dans un débat de religion sans arbitre, à une relativisation involontaire. Pour dire bref, il est fort inquiétant que la procédure de révision constitutionnelle prévue à l'article 218, alinéa 3 de la Constitution congolaise, n'envisage pas expressément le contrôle de constitutionnalité lorsque le projet ou la proposition de loi est approuvé par le Congrès. L'article précité se contente de poser à l'exercice du pouvoir constitutionnel. L'organique régissant la Cour constitutionnelle, quant à elle, ne prévoit de procédure de contrôle de constitutionnalité qu'à l'égard de lois organiques, article 44 alinéa 1er, de lois ordinaires, des règlements intérieurs de chambres parlementaires, du Congrès, etc. C'est pour cette raison-là que la loi numéro 11, vous vous rappelez, numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de la Constitution du 18 février 2006, avait pu supprimer le parquet parmi les titulaires du pouvoir judiciaire, et ce malgré de controverses verbales liées au fait que, par un verrou, l'article 220
interdit formellement toute révision, notamment relative à l'indépendance du pouvoir judiciaire. A noter qu'en France, la souveraineté du pouvoir constituant est tirée de la décision du Conseil constitutionnel numéro 92/312 du 2 septembre 1992. Dans cette décision constitutionnelle, en prévoyant de matières intangibles, il s'agit de la forme républicaine de l'État, notamment de sorte de droits et libertés reconnus au monde. Les incertitudes d'une intangible. 220 de la Constitution, il suffirait de recourir à la révision en deux temps. C'est-à-dire modifier d'abord l'article 220 sans toucher aux matières verrouillées, lequel ne pourront être touchés qu'à l'occasion du Sénat de l'élection. Tant pas la propriété exclusive d'une génération. Il ne serait pas rationnel de lier éternellement le paisible de génération future et ainsi de priver de la possibilité de mettre en place un système juridique répondant à leur situation sociologique, sociopolitique et 111 consacrant ce droit politique, afin de ne pas énerver l'article 220 interdisant toute révision des dispositions relatives aux matières conférant de droits et libertés. Face à ces postulats, la révision de l'article 220, lequel ne s'auto-vérifie pas comme nous l'avons dit, chers camarades, pourrait être envisageable en recourant à une révision à deux temps, comme sous-indiqué, même si cette technique peut générer quelques problématiques. Le deuxième postulat, chers camarades, si l'on considérait l'accès aux fonctions comme non constitutif de droits et libertés, il y aurait donc aucun obstacle au principe constitutionnel à la révision des articles précités face à l'inexistence d'un contrôle de constitutionnalité obligatoire. Ce vide juridique permet à n'importe quel projet de loi, que vous soyez de la thèse prétendant l'inconstitutionnalité, que vous soyez de l'autre thèse prétendant la constitutionnalité du projet de loi Tchani, mais alors, puisqu'il n'existe aucune instance juridictionnelle établie pour le contrôle de la Constitution a priori, le pouvoir constituant, c'est-à-dire le Congrès réunissant le Parlement et le Sénat, s'autorégule proprement et donc on ne devra que s'en tenir au verdict de vote de parlementaires. J'ai dit et je vous remercie. Les personnes qui ont su avoir quelques questionnements concernant les exposés de nos intervenants devront se prononcer en se levant juste là-bas. Mais je demanderai que les questions puissent être brèves pour permettre à toute personne aussi tenter de poser des questions avant l'occasion. Alors, si je donne le micro, parce que on va commencer par ici, on va prendre la balle de 5 questions. Après, ça sera l'intervention de répondre. Je vais pas suivre l'ordre des questions, je vais passer une question par-ci par-là, en commençant par la personne qui a demandé, qui a dit, je crois que c'est la dame là-bas, il y a des questions de misère, au fait des questions de développement. En quoi la proposition de loi que nous faisons va apporter des solutions à ces questions-là. C'est une question très importante. Madame, vous avez totalement raison. La priorité pour nous Congolais aujourd'hui, c'est de régler les problèmes de misère, de trouver du pain, la nourriture pour chacun d'eux, de trouver du travail pour la population congolaise. Et on a tendance à penser que ces questions prioritaires doivent être les seules sur lesquelles nous devons nous concentrer pour ne pas faire autre chose. Je voudrais discuter cet argument-là. D'abord, en commençant par vous dire que moi qui ai passé une trentaine d'années à travailler sur les questions de développement,
j'ai pris mon temps de réfléchir sur ce qu'il faut faire pour développer la RDC, régler les questions de misère, trouver de l'emploi à tout le monde, créer des infrastructures de base, diversifier l'économie nationale. Toutes ces questions-là, j'ai essayé de donner une réponse et des propositions spécifiques sur le développement de la RDC. C'est une vision du développement, madame, je vous invite à prendre connaissance de cela. C'est-à-dire que j'ai fait le diagnostic de là où nous sommes et j'ai déterminé que nous étions un pays sous-développé avec tout plein de problèmes dans tous les secteurs qui sont les derniers de la Terre, les derniers de la planète lorsqu'on classifie tous les pays du monde. Je me suis dit, comment sortir de cette situation-là? C'est ainsi que j'ai proposé le plan Marshall. Au début, avant la COVID-19, c'était un plan qui avait 15 programmes, chiffré à 800 milliards de dollars sur 15 ans. Après la COVID-19, j'ai pris conscience d'un certain nombre de défis que j'avais sous-estimés avant la COVID-19. J'ai actualisé ce plan à 50 programmes évalués à 1000 milliards de dollars à mettre en œuvre sur une période de 15 ans pour réaliser quels objectifs. Sortir du sous-développement, devenir un pays émergent en mode d'un pays développé entre guillemets en 15 ans. Créer du travail et des emplois pour tout le peuple congolais. On aurait pris des chômeurs dehors là, en leur donnant un salaire minimum que j'avais estimé à combien 1000 dollars par personne, par mois. Avec un salaire de ce genre, un salaire minimum par mois, on est plus ou moins certain que chacun de vous aura quelque chose à manger, pourra épargner de l'argent pour nourrir sa famille. Donc, on sortirait les gens de la pauvreté, de la misère, pour qu'ils deviennent des citoyens respectables qui vivent correctement. Toujours dans le cadre de ce plan, j'ai conçu tout un plan directeur pour la construction des infrastructures de base. C'est-à-dire, construire donc des routes, des autoroutes qui relient toutes les provinces du pays, construire des villes modernes dans 244 localités à travers la RDC, transformer la RDC de cet état de bidonville dans lequel nous vivons aujourd'hui pour devenir une société moderne telle que les sociétés que nous voyons à l'Europe aux États-Unis d'Amérique. Donc tout cela est configuré dans le cadre du plan Marshall. J'ai proposé ce plan avant les élections et je m'attendais à ce que vous adhériez à cette vision-là tous et qu'on puisse avoir quelqu'un avec cette vision-là à mettre à l'œuvre pour les développer ensemble la RDC. Le destin a fait que le peuple ne m'a pas suivi. Mais je vous rappelle que ce plan continue à être d'actualité. Il est destiné à pouvoir régler ces problèmes de misère et de pauvreté. Mais pendant que nous travaillons sur ces problèmes de misère et de pauvreté qui vont prendre du temps à être résolus, il est important de ne pas négliger les questions de souveraineté nationale. Pourquoi? Parce que si nous perdons la souveraineté nationale, demain on deviendra des esclaves, je ne sais pas, de n'importe qui de l'étranger. En ce moment-là, on ne pourra plus se concentrer sur les questions de misère. Parce que nous allons subir donc la loi du plus fort qui va nous dicter donc sa volonté. On redeviendra comme avant 1960, pendant la période de colonisation. Donc, la loi que je propose, elle est importante pour créer ces conditions de paix, de stabilité, de responsabilisation des Congolais pour que nous puissions nous concentrer sur les questions du développement. Il y a aussi une question où on va demander, on nous a demandé, est-ce que, à part l'aspect de la loyauté, il y a d'autres justifications pour cette loi ici? Oui, bien sûr, il y a d'autres justifications. La première justification, c'est que la loyauté entraîne le maintien de la souveraineté nationale. Le maintien de la souveraineté nationale est lié à la question d'intégrité territoriale. Imaginez par exemple que nous ayons un chef d'État pour la RDC qui soit 50% congolais, 50% rwandais. Vous connaissez la conséquence? La conséquence, c'est que le jour suivant, on peut placer la RDC sous le contrôle direct du Rwanda. Deuxième conséquence, c'est que si on a un chef d'État de ce genre-là, en cas de conflit entre le Rwanda et la RDC, ce chef d'État ne peut pas compter sur lui. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, il peut pas prendre des décisions qui ne seraient pas donc dans l'intérêt du peuple congolais, qui seraient donc dans l'intérêt du peuple rwandais. Ce chef d'État aussi peut balkaniser la RDC. Diviser la RDC, prendre les Sud Kivu, le Nord Kivu, de manière à mettre sous le contrôle du Rwanda, du Uganda. Donc il y a beaucoup d'avantages, à part la question simplement de la loyauté, que je vois à travers donc cette loi ici.
une question qui a été posée. Si la loi proposée pourrait être en dessous ou au-dessus de la Constitution, non. Il faut qu'on soit tous raisonnables. La Constitution, c'est la loi fondamentale. Aucune loi ne peut se situer au-dessus de la Constitution. S'il y a contradiction entre la loi et la Constitution, c'est la loi qui va s'adapter à la Constitution. Et si on ne peut pas le faire de cette façon, comme Maître qui a parlé tout à l'heure de la constitutionnalité, il faudrait qu'on essaie de modifier certains articles de la Constitution pour que la loi adoptée puisse être conforme à la Constitution. Mais on ne peut pas avoir une loi qui est au-dessus de la Constitution, qui est différente de la Constitution. Alors, il y a une question intéressante qui m'a été posée 2 ou 3 fois, c'est la question de l'article 40 de la Constitution. Vous dites que dans cet article-là, la Constitution nous autorise à épouser qui on veut. Mais c'est que nous proposons, nous avons dit qu'il ne faut pas épouser qui vous voulez. En matière d'amour, je ne vais pas me serrer des dents. Je voudrais vous laisser libre d'épouser qui vous voulez. Mais vous devez savoir au moment où vous vous mariez qu'il y a des conséquences. Les conséquences, c'est que dans votre pays, si la loi dit que vos enfants pourraient tout faire dans le pays, ils pourraient devenir des professeurs, des médecins, des musiciens comme Kofi Olomide, qui est tout à fait d'accord avec moi sur ces questions-là, ou il peut devenir comme autre chose. Ces enfants pourraient devenir cela et vous pouvez les préparer à cela. Mais si vous voulez préparer vos enfants à devenir président de la République, avant de vous marier, réfléchissez 2 fois à la personne que vous voulez épouser. Avec nous, allez-y à l'étranger, mais vivez aussi avec les conséquences. Je voudrais d'ailleurs saluer la présence de la salle d'un député exceptionnel. Il s'appelle député national Sindi Kourou. De 325 millions, 350 millions d'habitants. Mais savez-vous que sur ces 325 à 350 millions d'habitants, il y a un homme très brillant, très intelligent. Il a grimpé tous les échelons. Il est arrivé à être secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères. Et la Constitution américaine lui a dit stop, vous ne pourrez plus aller au-delà de cela. Je considère que c'est extrêmement important que quand on a un pays qui est des règles que tout le monde respecte, ces règles-là ne sont toujours pas juste à l'égard de tout le monde. C'est comme on dit, toute loi par nature est discriminatoire. Pourquoi? Parce que la loi trace une ligne dans le sable en disant voici le délai n'est pas dépassé, la ligne n'est pas dépassée. Si vous ne remplissez pas les critères, acceptez que c'est ça le destin. Pourquoi? Parce que la loi a été adoptée dans l'intérêt du pays. Donc, en faisant cette proposition de loi, nous ne visons personne. Je vous dis bien que personnellement, ce jour-là, je me suis levé à 3 h du matin et j'ai pensé à certaines situations quand on a connu le cas de James Kabarebe, qui est venu du Rwanda, on l'a présenté comme Congolais. Le jour suivant, il est retourné chez lui en tant que Rwandais, il prend un avion, le remplit de militaires rwandais, il prend la base militaire de Kitoko parce qu'il connaît tous les secrets de l'organisation militaire de la RDC. Je me suis dit, nous devons tirer des leçons de cette expérience-là et éviter que ça puisse se reproduire. D'où cette proposition de loi pour verrouiller l'accès à des fonctions de souveraineté. Pourquoi? Parce que si James Kabarebe était congolais de père et de mère, il n'aurait jamais pris la base militaire de Kitoko. Il n'aurait pas coupé l'électricité du barrage d'Iva en posant des morts à l'hôpital général de référence de Lieva, où on avait des enfants dans des couveuses, des enfants qui étaient morts. Donc, apprenons de cette leçon et prenons des dispositions pour que cela ne puisse plus jamais se reproduire. Avant de continuer, je voudrais aussi saluer la présence dans cette salle d'un compatriote, un ancien ministre, et quelqu'un de très distingué qui tient à cœur les questions de souveraineté de la terre. Le projet de loi dont il s'agit ici émane
qui parlait. Lorsque l'initiative des législations membres du Parlement, on parle du projet de loi. Dans la mesure où, dans les cas d'espèce, certains députés qui a porté cette initiative révolutionnaire de la part du docteur professeur Noël Kiani. Alors, il ne faudrait pas parler de la proposition des lois qui, elle, émanerait de l'exécutif. Est-ce que nous sommes entendus? La proposition des lois émane de l'exécutif, tandis que le projet de loi émane du Parlement. Donc, pour des raisons de pression réceptive, je vais bien fallu que je mette ces points sur I. Des éclaircissements, notamment, un projet de loi, c'est quand l'initiative vient du gouvernement, tandis qu'une proposition de loi, c'est quand l'initiative émane d'un groupe des parlementaires, d'un groupe des parlementaires. Donc, donner quelques éclaircissements. Vous savez, je vais partir de quelques explications pour bien comprendre la loi Tchadien. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de confusion. Je vous donne 3 exemples. J'ai été à Bukavu où je devais ouvrir un compte bancaire. À Bukavu, comme partout ailleurs, pour ouvrir un compte, il faut avoir une identité. Alors, on m'a demandé d'avoir une carte d'électeur. La carte d'électeur, on m'a dit que c'est 40 $, parce que je ne vais pas la carte d'électeur. 40 $. J'ai dit, ok, ça va. Viens demain chercher 40 $. Comme ça, je prends la carte d'électeur. Je vais avoir la carte d'électeur. Le lendemain, il vient avec, pour chercher les 40 $. Je lui donne 2000 francs pour les transports. Il me dit non, 2000 francs, c'est insuffisant. Or, les gens qui connaissent la vie de Bukavu, la course taxi comme la moto, c'est 700 francs. Moi, j'ai dit, il faut combien pour 20 000 francs. 20 000, oui, 20 000. Vous savez pourquoi? Parce que la carte d'électeur s'est faite au Rwanda. La carte d'électeur s'est établie au Rwanda. Et là, il faut aller au Rwanda avec la photo, vous établissez la carte d'électeur, vous venez avec ça. Bon, pareille situation. Je crois que quand vous regardez des éléments tels que ce n'est pas suffisant, vous défendez facilement la loi Tchadien. Parce que tout le monde peut s'enquérir de la carte d'électeur sans pour autant jusqu'à $1. Et ça s'est fait au Rwanda. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, même honorable Isaac est là, nous avons des députés congolais, nationaux congolais, qui ont été arrêtés au Rwanda. On vous arrête, ce n'est pas parce que vous êtes député, tout simplement parce que vous êtes de la nationalité rwandaise. Nous vous arrêtons comme des Rwandais. Et ils ont fait des prisons au Rwanda. Ça, ce sont des éléments qui doivent nous aider à comprendre la loi tchadienne. Ce n'est pas, on ne vise pas l'individu ou bien quelque chose. Non, non, non. Ce sont des réalités. Les gens qui vivent à l'Est comprendront facilement la raison profonde de la loi tchadienne. Ici, on a tendance à dire non, on veut discriminer, on a une division. Ce n'est pas une division différente. Non, ce sont des réalités que nous vivons. Les gens laissent sur la télévision. Troisième exemple, je m'arrête là parce que les exemples sont multiples. Troisième exemple, j'arrive à Bukavu, je devais me renseigner pour une adresse. Les gens qui vivent en Europe connaissent quand vous voulez la personne la mieux éduquée pour vous donner l'adresse de la police ou l'armée. Lui donne facilement l'adresse. J'arrive, je pose la question aux militaires qui étaient là. Ils ont difficile à me répondre. Tout simplement parce qu'ils ne parlent pas ni le français, ni le swahili. Ils ne parlent que le Kinyarwanda. Et ils sont en tenue militaire avec les drapeaux congolais. Donc, ce sont des réalités à l'Est. Ici, ce ne sont pas certainement visibles. Mais à l'Est, la situation est très critique. Et là, c'est la raison pour laquelle nous devons vigoureusement défendre la loi Tchadien. Vous
J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Le docteur Noël Tchani, ancien candidat président de la République, il a compris quelque chose et il en faisait un débat public sur les médias. En d'autres termes, il voulait dire, si j'étais député, j'allais en faire une loi. Alors, un problème public, un débat public, les députés ont obligation de prendre ce débat, si c'est pour l'intérêt de la République, l'intérêt du peuple, de l'amener au niveau de la représentation nationale. Mais pour qu'un débat public soit aligné comme loi, il faut au préalable que ça soit conforme au domaine de la loi. C'est-à-dire quoi? Nous avons des domaines. Les députés, les législateurs, nous sommes du domaine de la loi. Le gouvernement est dans le domaine réglementaire. On se met d'accord? Il y a des juristes ici. C'est-à-dire, nous, députés, notre travail de législation, de législative, il faut que la matière qu'on veut amener soit conforme au domaine de la loi. Et cela est visible à l'article 122 de la Constitution, du domaine de la loi. Alors, le docteur Tchani parlait sur les critériums pour briguer la maladie suprême président de la République, être congolais de père et de mère. Oh. Ça signifie que cette matière fait à ce que du domaine de la loi, les problèmes de la nationalité s'y trouvent pour que j'apporte cette question. Effectivement, quand vous lisez l'article 122 de la Constitution, alinéa 5, vous trouverez la nationalité. Voilà l'élément d'abord principal qui a fait que j'importe cette loi. Mais c'est quoi la loi? La loi, c'est l'expression générale de tout un peuple. Est-ce que les soucis du docteur Tchani rencontrent tout un peuple? Il fallait maintenant analyser. S'il y a un problème à ce niveau, quel est ce problème qu'il faut résoudre? Parce que la loi n'est pas simple présenterie ou plaisir de présenter que j'ai présenté une loi. Ça doit résoudre une crise, un problème existant. Quel est le problème existant? Alors, camarades étudiants, ici au Congo, nous avons des Congolais par acquisition. Quelqu'un qui est venu au Congo, il se retrouve congolais, il a pris la nationalité congolaise. Il n'a ni père ni mère congolais. Mais il est congolais, il a droit. Il y a des gens qui se retrouvent au Congo comme des réfugiés. Avec le temps, on dit bon, pour des raisons de paix, il devient des Congolais. Mais il y a des Congolais nés de pères ou des mères, ou encore des pères et des mères congolais qui se retrouvent en dehors de la République démocratique du Congo pour des soucis sociaux. Ils ont acquis une nationalité autre que la République démocratique du Congo, la nationalité congolaise. Et par rapport à la Constitution en vigueur, dans son article 10, si vous optez pour une autre constitution, une autre nationalité, d'office, vous perdez la nationalité congolaise. Ce qui fait que ces Congolais d'origine ne peuvent plus accéder aux fonctions ici à la République démocratique du Congo. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, on a nommé Sami Badibanga comme Premier ministre. Les gens ont crié, ah, il est belge. Vous vous souvenez? Nous avons dit qu'il faut résoudre ça. Pourquoi donner à un réfugié la nationalité congolaise qu'il devient ministre, mandataire,
Parmi vous ici, il y a des gens qui vivent de la diaspora. Les frais académiques proviennent de la diaspora. Les loyers proviennent de la diaspora. La diaspora contribue mieux en pays mieux à la République démocratique du Congo. Mais ils sont exclus. Nous avons dit non, il faut résoudre cette crise. Voilà que cette loi vient résoudre ces problèmes. On s'est dit ceci. La nationalité congolaise est exclusive. Cette phrase est élaguée. On remplace la nationalité congolaise revêt un caractère irrévocable. C'est-à-dire, les Congolais ne perdent plus sa nationalité d'origine. Seulement, ils doivent le déclarer conformément à la loi. Maintenant, s'agissant des questions de souveraineté, un autre problème se pose. C'est quoi? C'est l'infiltration que vous chantez matin et soir. Nous sommes infiltrés. Nous sommes trahis. Les deux problèmes majeurs alors, l'infiltration comme la trahison fait allusion à la souveraineté de l'État. Monsieur le docteur Noël Tchani dit, mais si j'étais député, je l'ai encore verrouillé là-dessus. Je dis, ok, le problème d'infiltration, c'est une vérité, c'est une réalité. Le problème de... Ah, voilà. L'État, ok. Donc, à ce niveau-là, nous avons dit pour question de souveraineté. Vous savez le domaine de la souveraineté. Si vous voulez comprendre qu'est-ce qu'un chef de l'État au Congo, on a cette constitution ici. À l'époque, nous qui étions avec Tshisekedi le père, il nous avait interdit de voter oui au référendum de cette constitution. Parce que la constitution confère un pouvoir absolu au président de la République. Le président de la République en République démocratique du Congo, c'est un demi-dieu. Lisez l'article 69. D'ailleurs, de l'article 69 juste à 89, 20 articles consacrés au président de la République. Il est un. Au lieu que le chef de l'État, en réalité, en principe, vous qui faisiez les droits, moi je suis ingénieur physicien. Moi je suis ingénieur physicien. Mais je ne peux pas comprendre. On a conféré un pouvoir absolu au président de la République dans cette constitution. On dit lisez l'article 69. Le président de la République, il est le chef de l'État. Le chef de l'État. Ça c'est un. Et l'État c'est quoi? Si vous voulez définir, l'État c'est quoi? C'est une société de nécessaires d'ordre et de destin qui tend vers l'unité. Lui prend la République comme son entreprise. Il nomme qui il y veut, là où il veut, comme il veut et quand il y veut. Vrai ou faux? Cette personne-là, il nomme le Premier ministre, il nomme le ministre des Finances, il nomme le gouverneur de la Banque centrale, comme il veut. Il n'est pas de père et de mère. Vous êtes épargné à la trahison? Vous êtes épargné à la pratique? Comprenez, moi je suis député, mon domaine c'est de parler. Donc, s'il y avait le temps, on allait continuer. Mais sinon, ce que je peux vous demander, c'est de saluer l'idée. Même vous pouvez être géniteur d'une idée qui ronge la République. Ensemble, nous allons régler les problèmes de la République démocratique du Congo. Souvenez-vous d'une chose. Si vous êtes indépendant aujourd'hui, mais c'est au prix de Lumumba, Kassabou, Kimba, et consorts. Nous sommes indépendants. Qu'est-ce que nous avons légué maintenant à la génération future? Si déjà en 2021, beaucoup parmi nous avons des difficultés pour retracer l'historique réel de ce pays. Posons-nous la question, 2150, vous et moi peut-être nous ne serons pas là. Les Congolais nés des pères et des mères, il y aura quel prestige dans ce pays? Quand vous regardez Gombe, tous les immeubles ne vous appartiennent plus. Vous regardez Lingwala, Barumbu, Kinshasa, ce sont les Ouest-Africains qui achètent des parcelles. Kalamou et Kassabou, ce sont les Nigériens. 2150, les Congolais nés des pères et des mères, il y aura quel prestige?
Je me sens interpellé et quitter cet auditoire sans mots, ce serait une trahison à la République. Avant tout, je dois remercier le professeur Dr. Noël Tchani, qui est un grand ami. Je veux remercier mon frère Singhoul et commencer par un poème. On ne donne pas de l'eau à un âne qui n'a pas soif. On ne donne pas de l'eau à un âne qui n'a pas soif. Et donc, la proposition de loi, Tchani, si les Congolais ont soif de leur avenir, chacun doit en consommer. Je me retrouve en 1996 dans une conférence à Ouagadougou, au Burkina Faso. Un intervenant s'élève, on a déjà présenté qu'il y avait un Zaïrois dans la salle, et il dit que Zaïre signifiait zone africaine internationale réservée aux étrangers. Zaïre, zone africaine internationale réservée aux étrangers. D'abord, je suis une des grandes victimes de l'inflation. Il n'y a pas une semaine, j'ai fait un débat avec Moïse Narokabo sur Radio Kapi. Et il m'a dit, comment vous voulez que j'appelle le nom de ton village dans ta langue? Parce que pour lui, quand il s'agit de Kamina, il me dit non, ça ne sera pas Kamina, ça devient Gamina. Kitona devient Kitona. Katobo devient Gatobo. Parce que vous savez ça, l'histoire du Kivu. Katumba était un territoire congolais. Mobutu l'aurait nommé Mobondi et c'est devenu Katumba. Dieu, en créant le Congo, l'a aimé. Il pensait qu'il avait mis en Afrique un État, ou une nation, ou un pays qui serait comme la Chine de l'Afrique. Mais malheureusement, nous prenons tout à la légère. C'est comme ça qu'on nous appelle PMP, PMW. Bia, Mani, Women. Les gens de la bière, l'argent et la femme, prenez tout ce que vous voulez. Moi, j'ai dit ce que j'ai fait. Mes chers frères et étudiants que vous êtes, quelqu'un pose la question ici. Vous allez nous interdire à ne pas nous marier nos femmes et nos enfants. Mais chacun se marie à son sort. Mais n'ayez aucune ambition qui va au-delà de votre joie. N'ayez pas des ambitions qui vont au-delà de votre joie. Je vous donne un simple exemple. Moi, je me suis marié à l'âge de 43 ans. Parce que je me retrouve pendant des années et des années à l'extérieur du pays. C'est en rentrant au pays que j'ai dit maintenant je veux me marier. Je ne veux pas avoir un enfant qui risque d'être un jour interdit de devenir président de la République. Mais moi-même aussi, j'ai cette ambition-là. Donc je devais d'abord protéger ma génération et me protéger moi-même. En complément, j'étais avec Tchani, il disait, mais les autres intellectuels, ils n'appuient pas la loi. Tchani, vous n'êtes pas seul. Si vous n'êtes pas seul. Si la loi n'est pas adoptée à l'Assemblée nationale au Sénat, nous allons répartir les référendums.
entourages, des boss régaliens, permettez-nous de réitérer nos remerciements de l'université révérend Kim et particulièrement à notre secrétaire général académique, à la personne du professeur Ferdinand Kimwanga, pour avoir autorisé ici présent, ainsi qu'à toute la coordination étudiantine pour leur franche collaboration et accompagnement à la faculté des droits. Et enfin, nous tenons à remercier tous les participants qui ont répondu massivement et en rendant ces lieux si chaleureux. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'université révérend Kim, que vive la faculté des droits. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Je vais le dire à sa place que nous sommes internationaux congolais. Et aux personnes, à toutes les personnes qui sont assises, nous pouvons suivre les dispositions, protocole dans le cadre 09 où est prévu un petit rafraîchissement et le remerciement aussi à tous les coordonnateurs des universités et à toutes les personnes qui ont rehaussé présent à cette activité nationale. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Barnabé Mwakadi, les recordmen des chiffres. Jamais la forte mobilisation des recettes et les performances de la Direction générale des impôts n'ont défrayé la chronique comme c'est le cas maintenant. Des exploits jamais réalisés sont atteints depuis la nomination du nouveau directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba. Classé meilleur élève par l'inspection générale des finances en mobilisant 1100 milliards de francs congolais pour le mois d'avril, le directeur général Barnabé Mwakadi a sorti les grands jeux en mettant en pratique ses 27 ans de carrière au sein de la DGI. Il connaît les secrets des chiffres. En un an, plusieurs avancées sont réalisées. La traçabilité de recettes grâce à la numérisation et la digitalisation de la procédure des déclarations et paiements d'impôts, l'amélioration, les renforcements de capacités humaines et institutionnelles, la lutte contre la fraude fiscale. Le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi Mwamba, veut répondre au mieux à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi grâce à une gestion orthodoxe. Focus, José Mpanda, blanc comme neige. Interpellé par l'Assemblée nationale, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a réussi à démontrer le réel problème de l'observatoire volcanique de Goma, mais également la nécessité pour l'exécutif et l'autorité budgétaire d'accorder à la recherche scientifique la place qu'elle mérite sur le plan budgétaire. Parité de Joseph Kasavubu à Félix Tshisekedi, les premières dames et les rôles prépondérants. Nation, Bukanga Lonzo, quelle suite après les refus de la levée d'immunité du Sénat? Enquête, l'Office congolais des contrôles se perd dans sa mission. Et Shima revient sur l'histoire des leaders africains assassinés, les forces et faiblesses de la RDC dans ses relations internationales. Culture,
Rituels et coutumes des Bashi. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Le 26 mai, les conteneurs. Conteneur chaque mois. Donc, next ekozala le 26 mai. Olingo tinda velo. Mutuka. Lizo so kangi. Biloko tu komemaka na biso. Benga biso. Comme ça, toya so mema biloko totinda na Congo. Bandeko kari yango oyo touti kozongo ezokende Kinshasa. Ozana mutuka pesa biso ezoke. Merci. Le 26 mai, mosusu ekwende. Il y a 2021 otozana ngo. Donc tosala ka chaque mois. Oza besoin na carton benga biso. Biso monene yango. Moyenne yango. Boko moyenne. Yango. Na carton na biso ya muke. Zana 3 dimensions. Onyo solingo tinda benga biso tozozwa ba vélo, tozozwa ba valise, mituka tozozwa. Donc eloko tout tozomema na Kinshasa. Merci beaucoup. Mutuka, vélo, salon, biloko ndako, biloko tout tozomema. Donc vous hésitez que bobenga biso tozala na pona ko